Bonjour aux membres du Cercle québécois des affaires internationales et à celles et ceux qui vont nous voir. Je m'appelle Nicolas Contessy, je suis le président du Cercle québécois des affaires internationales et c'est un vif plaisir de vous convier à la table ronde d'aujourd'hui qui se tient dans un format assez unique pour parler des États-Unis et des chamboulements qui affectent ces pays depuis les tournants du siècle à peu près, tant dans sa vie politique et sociale que dans sa politique étrangère. C'est un format unique pour plusieurs raisons. D'abord, il réunit des journalistes de rang dans un panel transatlantique, mais il s'agit d'un transatlantisme de marque latine, si on veut. Et en même temps, c'est un transatlantisme qui sort un peu du cliché de la relation France-Québec auquel on est habitué. Et enfin, nos invités sont des hommes de terrain à mesure de nous offrir une perspective éclairée grâce à leur prise directe sur les enjeux. Alors, je suis particulièrement fier de vous présenter nos invités aujourd'hui. Donc, en ordre alphabétique, on a Jordan Davis, qui est correspondant aux États-Unis pour la radio-télévision suisse, la RTS. Il est binational. Il a travaillé comme journaliste en Europe ainsi que dans sa Californie natale. Il distille ses observations sur son pays d'origine dans les podcasts Démocratie. Par la suite, on a Federico Rampini, qui est éditorialiste pour le Corriere della Sera de Milan, anciennement chef de bureau aux États-Unis pour La Repubblica, après avoir servi comme correspondant en Chine ainsi que comme correspondant en l'ouest des États-Unis pour ce même journal. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier est Le suicide de l'Occident. Il a œuvré comme professeur invité à UC Berkeley et il est membre du Council on Foreign Relations. Binational lui aussi, il habite New York depuis 2009. Et last but not least, on a Guy Taillefer, éditorialiste au Devoir de Montréal. Il est arrivé à un journalisme dans les années 1980, après des études en littérature. Il a d'abord travaillé à la radio de Radio-Canada avant de passer quelques années à la presse canadienne, où il a notamment œuvré à titre de correspondant parlementaire sous Brian Mulroney. Au Devoir depuis 1992. Il a été correspondant au Mexique de 2000 à 2001 et ainsi qu'en Inde entre 2009 et 2014, avant de prendre son rôle actuel à la section internationale du Devoir. Donc, nous allons procéder alors par des blocs thématiques à l'intérieur desquels nous allons aborder les 4 grands thèmes de la société, l'économie, la politique intérieure, la politique extérieure, pour conclure avec la relation Canada-US. Donc, on va faire vraiment un survol de l'état des lieux, disons, sur les États-Unis, si on veut, évidemment, dans le peu de temps que nous sommes donnés pour ça. Et nos invités vont essayer de rester, de garder leur réponse dans les 5 minutes maximum. Ils vont aussi remarquer peut-être que mes questionnements vont être peut-être un peu provocateurs, mais c'est là tout simplement pour susciter un petit débat chez eux. Alors, sans plus tarder, on peut commencer. Donc, depuis quelque temps, la société américaine
semble être traversée par un malaise de plus en plus profond, souvent amplifié par les médias sociaux qui soulèvent aussi des questionnements concernant la liberté d'expression. Monsieur David? Pardon, quelle était la question? Comment vous voyez? Est-ce que c'est une représentation fidèle, d'après vous? Oui, mais je pense que la question, je pense que nous sommes dans une société profondément sous pression de toutes parts, en fait. Et il est vrai que je pense que les réseaux sociaux en sont presque le réceptacle de cela. Et on voit vraiment à quel point, enfin, par exemple, la question c'est une vraie question aujourd'hui. Quelle est la nature des réseaux sociaux, ces plateformes? Est-ce que ce sont vraiment des lieux publics comme le town square, comme on dit, le centre du village, comme ce qui existait à l'époque? Ou sont-ce des entreprises privées qui n'ont pas d'obligation de publier tout ce qui leur passe sous le nez. Et c'est vrai, c'est là, en fait, il y a un vrai clivage politique là-dessus. Et c'est ça, ces deux divisions se superposent. Et puis, il y a une vraie question. Je pense que plus globalement, il y a une question de la… dans une société démocratique, qu'est-ce qui se passe quand on a des comportements de moins en moins démocratiques qui s'expriment surtout dans un parti que l'on voit, on va surtout parler de ça plus tard, mais je pense que cette question-là aussi arrive dans ce débat. Également, rend ça plus compliqué parce que c'est vrai, ça devient très politisé au final. Quelle est la responsabilité des plateformes, des réseaux sociaux, par exemple? Quelle est la responsabilité des médias? Comment se positionner quand normalement on parlait de l'équilibre, on dit que le marché des idées doit être ouvert, mais comment est-ce qu'on se situe quand il y a des paroles qui sont objectivement peut-être plus dommageables pour la démocratie, ou certaines prises de parole qui sont plus dommageables pour la démocratie que d'autres? Donc, en fait, je pense que ces questions-là qui surgissent, c'est vraiment le reflet d'une société profondément sous tension. Parfait. Les structures productives sont soumises, Monsieur Rampini, les structures productives aux États-Unis sont soumises à de nombreuses pressions depuis le tournant du siècle. D'abord la délocalisation, les relocalisations de l'ère Trump, pour ce qu'elles ont pu faire, disons, et maintenant les projets d'une transition vers un nouveau paradigme sous la bannière du Build Back Better. Mais aussi, on voit des crises des chaînes d'approvisionnement, les hausses des prix des matières premières, etc. Est-ce que c'est trop dans trop peu de temps? Ça dépend des points de vue, parce que je pourrais répondre en prenant la date de départ du tournant de siècle, peut-être même un peu avant. Disons que l'accélération dans les délocalisations des États-Unis vers d'autres pays a eu lieu surtout début des années 90 avec le traité NAFTA. Donc, on a commencé surtout par des délocalisations vers le Mexique. En 99, il y a le grand sommet de Seattle qui lance le WTO comme une sorte de centre de régie de la nouvelle globalisation. Et 2 ans après, en décembre 2001, il y a l'accès de la Chine qui est admise dans la World Trade Organization. Donc, on a maintenant presque 30 ans de délocalisation. Et là, pour une partie de la société américaine, c'est là qu'on a été trop vite. Les coûts sociaux, les souffrances même, pour une partie de la société américaine ont été très dures.
très, très dur. On a eu une sorte de massacre de la classe ouvrière américaine et même une partie des classes moyennes. Donc, tout ce que vous avez nommé le Build Back Better, qui est une version démocratique de gauche de America First ou de Make America Great Again, nous sommes là dans une inflexion, c'est-à-dire que la crise, au moins la crise culturelle de la globalisation aux États-Unis commence en 2008 avec le subprime mortgage crisis, la débâcle financière à Wall Street, qui est causée par la crise des prêts immobiliers, mais qui finalement aboutit à une récession plutôt dure, plutôt lourde, et qui fait remettre en question tout l'édifice, la construction de la globalisation. C'est là qu'on a commencé à voir aussi des tendances très polarisantes, à droite comme à gauche. Parce que 2008, tôt après 2008, nous avons le Tea Party Movement à droite, donc un mouvement populiste de droite. À gauche, c'est Occupy Wall Street, c'est la naissance de nouveaux leaders, ou pas vraiment la naissance, mais disons l'essor et le succès de nouveaux leaders radicaux comme Bernie Sanders, Elizabeth Warren et plus tard Alexandria Ocasio-Cortez. Et donc il y a ça dure depuis un bout de temps, hein, depuis 2008, cette remise en question de la globalisation. Il y a eu très peu de changements structurels en fait pour l'instant. C'est-à-dire même sous Trump, les relocalisations sous Trump ont été minuscules. C'est très difficile de refaire le monde selon les nouvelles priorités qui sont celles de la droite de Trump, mais aussi de Joe Biden. Ce sera un processus très lent. Maintenant, ce processus a été accéléré, rendu même plus nécessaire qu'avant par la pandémie. Vous avez évoqué la crise des chaînes productives et logistiques, et maintenant par la guerre en Ukraine et les sanctions économiques qui essayent d'isoler la Russie. Maintenant, le nouveau mot d'ordre qui plaît beaucoup aux démocratiques et notamment à Janet Yellen, la ministre du Trésor, c'est friend shoring, relocaliser, pas nécessairement à l'intérieur des États-Unis, mais tout au moins chez des pays qui soient amis, alliés, sûrs et fiables. Mais c'est encore un programme, un vaste programme, mais très partiellement réalisé. On commence à voir quelque chose qui bouge, par exemple, dans des secteurs qui jouissent de subsides et d'aides d'État, politique industrielle, notamment le semi-conducteur, microchips. Parce que là, nous avons une véritable politique de soutien du gouvernement américain. Et donc, nous avons des colosses comme Intel, Samsung, qui sont activement en train de construire des nouvelles usines de semi-conducteurs aux États-Unis. Mais on ne peut pas encore dire que ce soit un mouvement généralisé. Très bien. Et donc, Monsieur Taillefer, on a abordé en partie les sujets des inégalités. C'était un peu en filigrane dans les discours de Monsieur Rampini. Et donc, est-ce que on voit il y a une remise en question du rêve américain? Est-ce que le rêve américain continue? Oui, bonne question. Vous parliez au départ d'une société traversée par un malaise. Vous avez vu assis à Montréal, voisin des États-Unis, a souvent l'impression, au bout des événements qui se produisent socialement, économiquement, politiquement, au bout de la vie politique et sociale américaine, vraiment l'impression d'une société qui est carrément malade. Sa vie politique est dans un sale état. Est-ce que le rêve américain, j'ai l'impression que les Américains, de façon générale, purement
une intuition, l'impression. Les Américains rêvent encore que ce rêve puisse être possible, mais se rendre compte qu'il est de moins en moins. Je pense que l'élection de Donald Trump est l'expression, malgré son, enfin, au vu de son slogan et malgré son slogan, Make America Great Again, que ce rêve est mis à mal et qu'il a toujours été fondamentalement assez factice. On se rend compte que c'est une société qui tablait, qui fondait sa conscience nationale sur le rêve de la réussite individuelle, mais a été perdu depuis longtemps une certaine conscience du bien public, ce qui est assez... quand on traverse la frontière américaine, ici à 100 km de chez moi, on se rend compte immédiatement qu'on est dans un pays assez fondamentalement différent au chapitre de la vie sociale. Ce rêve américain-là, oui, j'ai l'impression que de moins en moins d'Américains le partagent, voudraient le recréer. Je pense en ce sens qu'ils voudraient recréer un rêve qui soit collectif. Quand on pense qu'une majorité des Américains sont fondamentalement plutôt progressistes sur toutes sortes de questions, les sondages l'indiquent, sondage après sondage, mais que politiquement, le Congrès, la classe politique se déchire. Les réseaux sociaux sont l'expression de ce déchirement-là, soit dit en passant. Les politiques se déchirent fondamentalement, n'arrivent pas depuis. Bon, ça allait un peu mieux dans les années 90, mais c'est de moins en moins possible pour le Congrès de se réconcilier autour de grandes questions. Et sur le plan social, c'est la même chose. Quand on pense que, sur la question les tueries à répétition des dernières semaines, qui ne sont pas un phénomène nouveau, mais qui sont un phénomène qui s'est accéléré depuis quelques semaines, sont l'expression aussi d'une société qui n'arrive pas à se réconcilier sur la question des armes. Quand on pense que la tuerie de Parkdale en 2018, dans une école secondaire, avait mobilisé des milliers d'étudiants qui avaient marché sur Washington et que c'était le produit, comment les politiciens ont-ils pu trouver une solution? Ça ne s'est jamais concrétisé. Alors, le rêve américain, oui, il est assez... il vire au cauchemar. D'accord. Donc, M. Rampini, une étude de 2014, là, on change de marche là, un peu. Une étude de 2014 de l'Université Princeton trouvait que les États-Unis ressemblent de plus en plus à une oligarchie qu'à une démocratie. Où en est-on 8 ans plus tard, d'après vous? Micro. Oui, naturellement, ce sont des analyses un peu simplifiées, mais je ne crois pas que les raisons de cette définition aient véritablement changé. Je vais dire une provocation, c'est-à-dire c'est une oligarchie, oui. Si on regarde à la concentration du pouvoir économique et médiatique également. Maintenant, c'est une oligarchie qui est de gauche, puisque le pouvoir oligarchique est dans les mains de magnats, de milliardaires, qui sont tous très alignés avec la partie la plus libérale, la plus progressiste du pays. Nous avons des gens comme Jeff Bezos. Il y a des exceptions, naturellement. Elon Musk est l'exception la plus intéressante en ce moment. Mais sinon, depuis Bill Gates à Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, disons que le vrai pouvoir, le pouvoir fort, le pouvoir lourd du capitalisme américain qui est concentré aujourd'hui dans 2 pôles, c'est la West Coast, Silicon Valley, Seattle également, donc c'est Big Tech, et l'autre pouvoir qui est ici où j'habite à New York, la finance, sont grande majorité démocrate, vote démocrate, finance le Parti démocrate et contrôle les réseaux sociaux dans l'intérêt de la gauche, puisque notamment M. Donald Trump a été exclu d'un certain nombre de... Donc ça c'est un paradoxe que
c'est peut-être normal ici aux États-Unis et peut-être pour nos confrères canadiens. C'est un peu plus étonnant en Europe où on a encore une idée assez obsolète du capitalisme américain. Je rencontre encore des Européens qui pensent au capitalisme dominé par le pétrole et, disons, la famille Bush, voilà, ce genre-là. Ce n'est plus ça, plus du tout. Le capitalisme a changé, il est maintenant environnementaliste, il veut promouvoir les... oui, je sais, quelquefois c'est du greenwashing, bien sûr, mais j'écoute ce qu'ils disent. C'est très important d'écouter ce qu'ils disent. Le langage a changé complètement. Je commentais, je voyais Guy qui hochait la tête. Bien sûr, on peut discuter de la sincérité de leur environnementalisme, mais quand même, c'est une révolution culturelle. Le langage que l'on parle aujourd'hui dans les conseils d'administration des multinationales américaines concernant l'environnement, les minorités ethniques et les minorités sexuelles. On ne peut plus politically correct. Ça, c'est le nouveau capitalisme américain. Donc, oui, une oligarchie, mais il faut être clair sur l'orientation politique de cette oligarchie. D'accord. Merci, M. Rampini. Donc, les clivages politiques sont de plus en plus polarisés. Y compris, on en a déjà, en fait, là aussi, on a déjà touché sur cet aspect-là, mais disons qu'il y a de plus en plus de polarisation, y compris peut-être à cause justement d'une mise en scène caricaturale des enjeux faite par les médias sociaux, tant sociaux que traditionnels. Et ces clivages assument graduellement des contours interétatiques également, au point que certains craignent la fragmentation de la Fédération américaine. Comment vous la voyez, M. Taillefer? Fragmentation de la société américaine, dites-vous? La Fédération. La Fédération américaine. Donc, oui. Écoutez, c'est vrai, ça c'est une excellente question dans laquelle je me sens pas particulièrement versé, mais pour avoir lu un peu à ce sujet, oui, il y a d'immenses, comme le signale Federico, il y a quand même d'immenses, vous le laissez entendre, les États-Unis sont faits de régions. Et donc, il y a un certain nombre de pays au sein des États-Unis. Au moment où, au début, sauf erreur, au début de la crise sanitaire, on voyait des regroupements d'États autour de consignes sanitaires, de mesures de lutte, notamment à l'Ouest. Et on évoquait l'idée que, autour de la Californie, par exemple, qui pourrait être un pays en soi, évidemment, et qu'autour de la Californie puisse se former un pays qui est constitué de plusieurs États régionaux. Mais de là à prétendre que la fédération américaine est menacée, j'ai du mal à le concevoir ou à l'envisager. Je pense toujours que, bon, malgré les souffrances que vit la société américaine à l'heure actuelle, à bien des points de vue, il y a encore une idée, il y a encore une idée de la nation américaine extrêmement puissante, si ce n'est que par le fait que on n'a qu'à penser à la vivacité de l'immigration intérieure américaine, où les gens se déplacent énormément. Les États-Unis sont une planète en soi, qui se sent largement autosuffisante sur le plan culturel. Un peu, je fais un parallèle, peut-être pas parfait, mais un peu comme la société indienne aussi, qui est extrêmement, ou la société chinoise, qui sont des mondes tellement populeux, tellement puissants, qui se suffisent jusqu'à un certain point à eux-mêmes. Alors, j'imagine que, de ce point de vue, la société américaine cherche, malgré ses divisions profondes, dont je ne sais pas comment elle arrivera à s'en sortir à l'heure actuelle,
cherche néanmoins, il y a quand même l'idée, on revient peut-être à l'idée du rêve, qu'elle se cherche peut-être une façon de se réunir à nouveau autour d'un projet commun qui soit sur le plan international autrement d'ailleurs que militariste, notamment. Monsieur Davy, donc les deux partis semblent être maintenant figés dans le sens et donc est-ce que les démocrates et les républicains sont toujours capables de représenter et canaliser les intérêts de la société américaine diversifiée du point de vue, disons, géographique, économique et social? Je pense que justement, je ne sais pas si le problème est tant celui des partis politiques que celui de la capacité des institutions aujourd'hui à représenter le pays tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il se vit. En fait, je pense qu'il y a une vraie question des institutions quand on voit la surreprésentation, par exemple, des républicains qui sont un parti qui devient fondamentalement minoritaire depuis des années maintenant et qui arrive, qui a une mainmise sur le pouvoir, ne serait-ce qu'avec le Sénat et surtout avec le fonctionnement du Sénat aujourd'hui, qui n'a rien de constitutionnel non plus avec ce blocage, avec le filibuster. Mais enfin, on a un vrai blocage à ce niveau-là, déjà avec une surreprésentation des républicains, même 50-50. Et surtout avec aussi des États qui deviennent, par rapport au moment où le pays a été fondé, il y a un rapport de force, enfin, l'échelle entre le plus grand État qui est la Californie et le plus petit État qui est le Wyoming, qui est juste immense. Et on peut se demander encore si le fait de donner un poids égal à chaque État a vraiment un sens aujourd'hui. Et puis, il y a une question aussi du fait que maintenant, il y a la Cour suprême qui maintenant une majorité de juges qui ont été nommés par des présidents qui ont été élus avec une minorité de voix. Enfin, et puis avec sous Donald Trump, certains juges qui étaient nommés dans des circonstances particulières, on va dire. Donc, même si ce n'est pas illégal, ce n'est pas extra-constitutionnel ce qui s'est passé, mais une question de légitimité des institutions qui commence à se poser aux yeux de plus en plus d'Américains. Il y a à la fois des gens à droite qui refusent de croire que Donald Trump puisse perdre une élection, qu'il y a forcément de la triche partout. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, il y a des gens qui voient, à gauche surtout, qui commencent à se demander si les dés ne sont pas pipés, si les institutions ne sont pas pipées. Et le fait qu'on ait vraiment un discours national aujourd'hui, pour revenir sur la question précédente, sur cette question d'une sorte de force centrifuge qui aurait tendance à faire disloquer le pays, je pense que l'un des problèmes, c'est effectivement cette manière d'aborder le pays en tant que Blue America and Red America, l'Amérique bleue, l'Amérique rouge, ça devient presque des identités de plus en plus fortes. Les républicains jouent sur ça, il y aurait une Amérique conservatrice et on voit ça, et c'est ce qui m'inquiète vraiment en ce moment. C'est que déjà on voyait ça, on entendait ça en écoutant le talk radio d'il y a 30 ans, les Rush Limbaugh, je pense que vous savez, enfin, je pense qu'au Canada, vous connaissez peut-être. Et puis, le fait que ce genre de discours est entré maintenant vraiment dans le jeu politique et vraiment, il se trouve représenté dans les discours acceptables dans l'un des partis politiques où on voit par exemple des gens comme Marjorie Taylor Greene qui c'est étonnant de voir que quelqu'un comme ça, qui même si ce n'est qu'une députée, c'est une représentante de la Géorgie, qui est une figure très extrémiste, il faut appeler un chat, qui parle ouvertement de national divorce, il faut un divorce national parce qu'on ne peut plus vivre ensemble. Ces gens-là ne sont pas comme nous, parce que les républicains en ce moment sont en train de parler des démocrates comme s'ils étaient des groomers, des gens qui préparent des enfants à être violés, ou ils essaient de transformer les enfants pour faire en sorte qu'ils soient transgenres.
c'est des discours qui sont extrêmement problématiques. Je pense que c'est presque un discours de l'ennemi. Quand on voit les discours de Donald Trump en campagne lors des primaires en soutien aux candidats républicains, c'est extrêmement noir l'image qu'il propose aux États-Unis. Une Amérique qui est attaquée par les démocrates et qui est même infiltrée par une sorte d'ennemi intérieur qui est en train d'affaiblir le pays. En Europe, en tout cas, on voit ce genre de discours comme extrêmement dangereux. Aux États-Unis, ça devient de plus en plus normalisé dans l'un des camps politiques. Les démocrates aussi critiquent les républicains, mais je pense qu'on ne peut pas dire honnêtement que ce soit… je pense que, voilà, on a vu le 6 janvier qui est dans l'un des camps et pas dans l'autre. Et je pense que c'est le reflet d'un vrai problème dans le Parti républicain aujourd'hui. C'est ce qui m'inquiète, mais c'est de plus en plus que les Américains ne se voient plus de plus en plus à travers cette grille de lecture-là qui est l'Amérique rouge, l'Amérique bleue. Et je ne sais pas où ça peut finir, je ne sais pas ce qui peut réconcilier ces Amériques, parce qu'il y a tellement de choses qui tapent encore sur ce sentiment, sur ce ressentiment, cette espèce comment dit-on, de grievance, comme on dit, enfin, ce sentiment de ressentiment chez certains qui ont l'impression, enfin, c'est extrêmement dangereux. Enfin, moi, je suis assez pessimiste pour la société américaine pour ces prochaines années, parce que je ne vois pas ce qui peut arriver de l'extérieur pour nous sauver en ce moment, parce que tellement les gens aussi ont un intérêt politique à continuer à taper sur le voisin, sur le concitoyen. Donc, je suis assez pessimiste là-dessus, même si je ne pense pas que le divorce national, je pense qu'une guerre de sécession, on n'est pas loin, mais il y a aussi des forces qui ressemblent à ce qu'on a vu avant la guerre de sécession aux années 1850. Il suffirait que maintenant que les gens considèrent que, par exemple, la Cour suprême ne s'applique plus à leur État, c'est ce qui a un peu accéléré les choses pour une guerre de sécession au 19e siècle. Peut-être qu'on va vers ça aujourd'hui, Dieu ne sait. Enfin, on m'aurait dit que le 6 janvier allait arriver aux États-Unis, j'aurais jamais cru. Donc, voilà. Parce qu'il y a une crise, il y a un peu partout dans la société occidentale une crise de la démocratie représentative. Les États-Unis ne sont pas exceptionnels à ce chapitre-là. Sauf que là, ils sont dans une situation où leur système politique électoral est tellement dysfonctionnel que c'est très exacerbé. Alors que, bon, les voix dont vous parlez de droite et d'extrême droite normalisées par les républicains, sont après tout des voix, c'est du bruit qui sont des voix minoritaires, on s'entend. Alors, la majorité plus centriste, plus tolérante, plus progressiste, ne parvient pas à travers ce système électoral-là à s'imposer. En bonne partie, par ailleurs, parce que, bon, on vit dans des démocraties représentatives où les gens vont voter ou mal voter ou peu voter. On est prêt là maintenant à passer à la prochaine étape. Toujours avec M. David. Les consensus bipartisans en politique étrangère. Tient-il toujours? Ou c'est chose du passé? On voit avec la guerre en Ukraine qu'il reste dans le Parti républicain tout de même la force de ce qu'on appelle un peu de bubble, enfin cette influence de ce qu'on appelle de bubble, la bulle en matière de politique étrangère à Washington, un peu une sorte de consensus. Il y a effectivement des courants différents, mais voilà, une sorte les opinions, disons, d'un certain establishment, comme on dit, qui reste majoritaire, en tout cas qui domine encore dans le camp républicain, parce qu'on voit que le nombre de candidats, de représentants et de sénateurs républicains qui ont voté, par exemple, contre l'aide militaire massive à l'Ukraine, qui sont en train de fournir les États-Unis en ce moment, ce sont des voix extrêmement minoritaires. Donc, il y a un consensus. Il y a aussi un consensus, même sous Trump, sous Obama, de l'idée qu'il y a un pivot qu'il faut effectuer, que les États-Unis doivent
arrêter de s'occuper autant de l'Europe et de regarder plutôt vers l'Asie. Ça, c'est un constant, même si avec Donald Trump, la lecture des choses a été très chaotique et on n'a pas toujours bien suivi le fil. C'était aussi le reflet d'une sorte de tension au sein même de cette administration-là, où il y avait des gens qui essayaient un peu de ramener ce président et des éléments de son administration dans une sorte de norme, et puis des éléments plus radicaux, des éléments aussi qui semblaient parfois exprimer des avis et proposer des politiques qui seraient plutôt à l'encontre des intérêts des États-Unis et de l'Europe parfois. Mais donc, donc on a l'impression que ça tient encore, que la politique étrangère tient. Cela dit, je ne sais pas à quel point le populisme électoral, ce populisme qui s'exprime de manière électorale, parce que forcément, ce n'est pas la politique étrangère, c'est le cadet des soucis de la plupart des Américains. Et encore plus, j'aurais presque envie de dire, de la base républicaine qui devient très isolationniste. Donc, la question, combien de temps est-ce que ça peut résister, qu'il y ait toujours parce qu'à un moment, je pense aussi cette espèce d'establishment de politique étrangère pour la politique étrangère, je pense que ça devient un peu hors sol dans ce parti. À quel moment est-ce que ça bascule? Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Monsieur Rampilly, face au conflit russo-ukrainien, plusieurs ont souligné l'unité euro-atlantique et soulignent cet aspect-là toujours, alors que d'autres remarquent en fait que l'Europe est en train de payer un prix disproportionné à cause des sanctions. Quel est l'état des relations transatlantiques, de la relation transatlantique, disons? Oui, je partage l'analyse qui est déjà contenue dans la question, c'est-à-dire l'agression de la Russie à l'Ukraine a offert une opportunité au président Biden pour ressouder une alliance atlantique qui était en crise. On se souvient que le président Macron, il y a un an et demi, avait déclaré que l'OTAN était brain dead, en état de mort cérébrale. Donc là, en ce moment, on n'en est plus là. Biden a plutôt bien joué pendant surtout les premières semaines du conflit, à remettre ensemble les alliés européens. Je crois qu'il a joué un rôle important parce que nous étions en Europe dans une situation où il n'y avait plus un guide, un pays guide. Avec le départ de Madame Angela Merkel de la chancellerie allemande, son successeur pour l'instant, Olaf Scholz, est loin d'avoir la même influence, le même prestige, la même capacité de rassembler les Européens. Donc les États-Unis ont vraiment joué un rôle guide. Et naturellement, cela s'inscrit dans une logique américaine, c'est-à-dire affaiblir la Russie pour qu'elle soit moins dangereuse et moins menaçante à l'avenir. D'un coup, affaiblir aussi la Chine, parce que la Chine, à mon avis, mais enfin, ça c'est un autre discours qui nous portera loin. Je pense que la Chine a fait une erreur, que Monsieur Xi Jinping a fait une erreur stratégique en appuyant l'invasion de l'Ukraine. Il en paye déjà des prix en ce moment, du côté économique, qui sont très visibles. Donc, disons, pour l'instant, les États-Unis ont plutôt bien joué leurs cartes, mais c'est vrai qu'en Europe, et notamment dans mon pays, en Italie et en Allemagne, il y a déjà des voix qui se lèvent pour contester un excès de disons, subalternité européenne aux États-Unis. Il y a, je crois aussi, un anti-américanisme
très ancien et toujours latent dans un certain nombre de pays américains qui se réveillent maintenant, qui commencent à dire que la guerre en Ukraine est une guerre, comme vous le disiez d'ailleurs dans la question, est une guerre où les Européens payent un prix disproportionné, alors que, selon d'aucuns, les États-Unis en profiteraient même, ce qui est un peu simpliste, mais enfin, c'est une vision dans certains mouvements d'opinion européens, que l'Europe est en train de se faire manipuler par les États-Unis. Donc, on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse donner pour certains le degré d'unité de l'Alliance Atlantique à l'avenir. C'est une unité qui a toujours un certain niveau de précarité, encore que cette alliance s'est renforcée de manière impressionnante avec la demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède, qui est une nouveauté majeure du point de vue stratégique et géopolitique. Enfin, il y a encore, cette guerre n'a duré malheureusement que déjà 100 jours, c'est déjà beaucoup trop, mais elle risque de durer beaucoup plus longtemps que ça. Et donc, je ne pense pas que nous pouvons miser sur la tenue, la résistance de l'Alliance Atlantique a priori. Merci, messieurs. Alors, monsieur Taillefer, si on veut chercher la cause du désordre mondial que nous vivons actuellement, est-ce que ça serait à rechercher dans la une capacité peut-être des Occidentaux à accepter qu'il y a des puissances émergentes qui arrivent sur la scène et qu'il faut composer avec? Oui, je pense que je crois que c'est un débat qui n'est pas qui n'est pas apparu récemment. On était sous le charme de Barack Obama à la fin, dans les années 2000, quand il est arrivé au pouvoir, parlant avant de parler de son pivot asiatique, il parlait d'un plus grand, d'un monde multipolaire et d'un respect américain du multilatéralisme. Et ça, je pense que c'est un work in progress. Tant aussi longtemps que les Américains sont ici, en partant du principe, partant du constat que les États-Unis sont une puissance économique, demeurent une superpuissance économique, mais qui se bat, qui tente de préserver sa suprématie face à une Chine qui croit de façon évidente et qui risque fort, plusieurs le disent, de supplanter la puissance américaine. Dans ce contexte-là, le rêve d'un monde multilatéral où le respect des divergences et des diversités nationales ou régionales ou continentales se développe, va continuer d'être c'est ça, un rêve, enfin un projet difficile à concrétiser, à réaliser. On a vu je trouvais intéressant au tout début de la crise ukrainienne que sous Macron, il y avait une tentative de réponse européenne à cette crise-là. Et comme cette Europe est désunie, enfin, a du mal à se doter d'un projet commun en politique étrangère, parce que c'est un continent qui aux intérêts nationaux infiniment nombreux. Macron a quand même tenté la chose dans ses relations avec Poutine, mais bon, c'est pas
c'est pas un espoir qui a duré très longtemps, quoi, puisque les États-Unis ont tout fait, sous le couvert de l'OTAN et de l'OTAN de reprendre pied, de redevenir dominant dans le débat. On a vu aussi, ce qui était frappant avec la crise ukrainienne, c'est que bon, Biden tentant de créer ce large front commun anti-russe, on s'est vite rendu compte que le Sud, les pays du Sud, les pays en développement n'étaient pas nécessairement sur la même longueur d'onde que lui. On l'a vu dans le développement des relations de la Russie avec l'Inde. On l'a vu dans le développement, l'évolution des relations de la Russie aussi avec l'Afrique, avec l'Amérique latine. Tout le Sud, tous les pays du Sud n'étaient pas sur la même longueur d'onde que les Américains défendant leurs grands projets démocratiques. Et bon, c'est exprimé, comme on le disait à l'instant, c'est que se manifeste un anti-américanisme, des sentiments anti-américains, parfois primaires, mais bon, souvent justifiés aussi au regard de l'évolution de la politique étrangère américaine. Alors, Monsieur Taillefer, vous m'avez donné un trait d'union excellent pour procéder au dernier bloc, celui de la relation Canada-US. Parce que vous avez parlé des continents. Alors, justement, la question est à savoir si les projets d'intégration nord-américaine, chers entre autres à l'incidite école de Calgary, tient-il toujours après, disons, dans une époque post-Alena? Oui. Retrouvera-t-il de l'ampleur dans les années à venir, d'après vous? Est-ce que j'ai... Bon, ma boule de cristal est assez embrouillée à ce chapitre-là, mais comme sur bien des questions, mais au vu de l'évolution, enfin de l'actualité autour des relations canado-américaines des dernières années, sous Trump, parce qu'elles ont été extrêmement laborieuses, on attendait de l'arrivée de Biden une espèce de réconciliation qui s'est produite aussi, ou de relations un peu plus égalitaires, disons, de relations plus égales, mais dont on s'est rendu compte que c'était extrêmement relatif. Je pense que fondamentalement, les États-Unis, sous Biden, ont continué comme leurs prédécesseurs, bon, de façon assez acerbe ou assez agressive de la part de Trump, mais comme ses prédécesseurs, à prendre le Canada pour acquis. Ce qui fait que, bon, sur les questions, par exemple, le Build Back américain, Build Back Better de M. Biden, qui est le prolongement du America First, il défend des positions évidemment plus protectionnistes qu'on ne peut pas reprocher à un pays, bon, de défendre jusqu'à un certain point des positions qui protègent son industrie, son économie, sa population, sa nation, ses citoyens. Bon, mais cela dit, les États-Unis, sous Biden, comme finalement avant, comme sous Trump, ont appliqué une politique plutôt protectionniste à des fins largement électoralistes. Alors que, bon, les économies, on pense évidemment à l'industrie de l'automobile, les économies canadiennes et américaines sont extrêmement intégrées à adopter des politiques protectionnistes aux États-Unis. C'est nuire aussi aux Américains qui vendent des pièces à l'industrie automobile qui fonctionne, qui se développe, qui existe au Canada. Monsieur Davis, alors, vous demeurez à Washington. Donc, quelle place occupe la relation Canada-États-Unis dans la Beltway? C'est rigolo parce que ça me fait penser un peu à la place qu'occupent les relations suisses avec l'Union européenne à Bruxelles. On va dire que ce n'est pas, c'est un peu le cadet des soucis. Non, c'est vrai. Le Canada, autant le Canada, évidemment, il y a une proximité des États-Unis qui fait que les Américains ont une image extrêmement positive de voisins du Nord.
autant, c'est vrai, il y a un rapport de force qui fait que c'est aussi un pays plus petit. Les gens n'ont pas. C'est vrai, j'ai pas l'impression que le discours autour du Canada soit exactement le même que par exemple avec le Mexique, comme on a vu avec l'ALENA, où on avait l'impression que c'était cette délocalisation-là qui coûtait beaucoup d'emplois aux Américains. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus, il y a pas tellement cette image-là du Canada, comme on a des niveaux de vie assez similaires. Mais c'est vrai, ce n'est pas aujourd'hui, je pense que la vraie question, c'est comment est-ce que, parce que comme on assiste aussi à un moment de renationalisation un tout petit peu, ou de refriendisation, comme Federico disait tout à l'heure, on essaie de ramener chez le friendshoring, de ramener ça chez des amis. C'est vrai, le Canada pourrait en bénéficier, mais concrètement, on a du mal à voir aussi, je pense, à Washington, quel est l'apport stratégique de la relation avec le Canada aujourd'hui, même si le Canada, évidemment, pays ami avec le temps, dans l'Arctique, il y a quand même des intérêts assez compatibles. Mais la question, c'est, je pense, vis-à-vis de l'Asie, par exemple, quel sera le rôle du Canada? Est-ce que le Canada a un rôle à jouer? Ça pourrait être aussi un levier pour le Canada, d'ailleurs, à Washington, je pense. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, le Canada... les problèmes canadiens, en fait, le Canada, c'est vrai, le Build Back Better, c'est un problème pour le Canada. On va voir, je pense que ça va s'arranger. Le jour où il y aurait, par exemple, les crédits d'impôt pour les voitures électriques fabriquées aux États-Unis par dans des usines syndiquées. Enfin, on verra. À mon avis, ils vont trouver une solution pour que ça s'étende au Canada, mais c'est au point mort de toute façon au niveau politique, donc je pense que ça ne sera pas une question. Mais je pense qu'au niveau vraiment stratégique, sur le plan international, le Canada pourrait certainement accroître son influence ici à Washington et aurait des cartes à jouer. Oui, tout à fait. J'aurais dû ajouter, suivant ce que vous dites là, le Canada, bon, qui cherche depuis longtemps, qui prétend, du moins, chercher depuis longtemps à diversifier ses relations économiques, alors que, bon, l'immense majorité de sa relation économique repose sur ses relations, sur ses liens avec les États-Unis. Mais si la relation canado-américaine est dans cet état-là, c'est bon, parce que les États-Unis, bon, tendance, c'est naturel à prendre le Canada pour acquis, mais c'est aussi parce que le Canada se laisse prendre pour acquis. Et particulièrement ces années-ci, depuis, bon, dizaine d'années sous Justin Trudeau, une politique étrangère extrêmement faiblarde, peu ambitieuse, alors que sur toutes sortes de sujets pourrait s'affirmer de façon beaucoup plus intéressante à titre de petite puissance, de puissance moyenne, mais ne le fait pas. Et puis, Monsieur Rampini, donc la relation Canada-US, on a l'habitude, disons, de réputer cette relation plutôt solide, indissoluble, justement. Mais en fait, malgré cela, on voit aussi qu'elle a eu ces moments difficiles pendant le règne Trump, par exemple. Donc, serait-elle peut-être en fait une relation à géométrie variable assujettie à l'homogénéité des régimes au pouvoir dans les deux pays dans chacun des deux pays, je veux dire. Et puis, qu'a-t-elle représenté la présidence Trump, d'après vous? Oui, bon, vous connaissez ces dossiers mieux que moi. Néanmoins, je me souviens quand même d'un exemple où la relation entre les États-Unis et le Canada a marché plutôt bien, même pendant l'administration Trump. C'est le cas Huawei. Très important parce qu'il s'agissait de la plus grande entreprise chinoise d'infrastructures de télécommunications, très forte dans la 5e génération, le 5G, le 5G. Et à un certain moment, la directrice financière de Huawei avait été arrêtée au Canada sous demande d'extradition aux États-Unis. C'était un dossier tout à fait explosif parce que la Chine a pris cette
procédure d'arrêt comme un défi et a répondu avec une dureté que vous connaissez bien puisque deux diplomates ou anciens diplomates canadiens ont été mis en prison en Chine. Finalement, ce dossier a été géré plutôt bien et avec un degré de coordination efficace entre Ottawa et Washington. Donc, même sous l'administration Trump, quand il a fallu, disons, réorienter la politique vers la Chine, moi, j'ai vu une certaine harmonie entre le Canada et les États-Unis, qui pouvait être surprenante parce que sur d'autres dossiers que vous avez évoqués, la politique commerciale bilatérale, je pourrais ajouter l'environnement, la lutte au changement climatique. Les deux pays n'étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais il y a quand même, disons, un certain degré de convergence stratégique. Par contre, là, c'est presque une question que je vous pose à mon tour. J'ai toujours été surpris par le fait que lorsque les États-Unis ont commencé à construire des nouvelles géométries d'alliances en fonction anti-chinoise, et là je pense au Quad, l'alliance avec le Japon, l'Inde et l'Australie, ce qu'on appelle l'Alliance des démocraties, ou bien le AUKUS, l'alliance militaire avec l'Australie et le Royaume-Uni. Le Canada est toujours absent. Alors, je me demande si les Canadiens n'ont pas été invités. Je me demande si le Canada n'a pas vraiment intérêt à jouer un rôle dans le Pacifique, un rôle géopolitique, un rôle militaire dans le Pacifique. Enfin, ça m'a toujours surpris parce qu'il y a une telle amitié stratégique entre les États-Unis et le Canada que c'est quand même, à mes yeux, c'est quand même une absence. Quand je vois qu'il y a les États-Unis, la marine militaire des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie qui font des choses ensemble dans le Pacifique, par exemple dans un scénario d'invasion chinoise de Taïwan, et le Canada n'y est pas. Si vous avez des explications, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça a beaucoup fait réagir ici aussi au Canada, cette absence. Cette absence, bon, c'est lié à ton analysé au fait justement que le Canada n'a pas été invité à s'investir et n'a pas fait l'effort non plus de s'en mêler, de faire l'effort diplomatique, de s'intéresser au dossier et de participer au débat. Ouais, c'est un dossier qui était bien, c'est un reproche qui a été largement fait, cette absence-là, au Canada. D'autant que en l'occurrence, compte tenu, bon, si on pense on fait le lien avec le débat avec l'Ukraine, à la crise ukrainienne, la question se pose de la protection, enfin, du Grand Nord canadien, de l'Arctique. C'est un enjeu majeur, ça, pour le Canada, qui surgit épisodiquement. C'est une question qui surgit souvent épisodiquement, dont il est question, mais qui ressurgit maintenant à la lumière de la crise ukrainienne. On se dit, compte tenu des implications de cette crise-là et de la politique très belliqueuse qu'a appliquée M. Poutine, quelles pourraient être les conséquences pour le Canada si d'aventure Poutine décide de pousser ses pions dans l'Arctique? Et encore là, on est face à une politique étrangère canadienne qui est assez timide, assez timorée. D'accord. Donc, on a maintenant épuisé le thème qu'on avait prévu. On a peut-être encore 1 minute, si vous êtes d'accord, pour
peut-être faire un pronostic de l'évolution de la politique, la société aux États-Unis. Alors là, on a entendu de la part de M. Davy on a entendu ses propos en partie. Mais là, est-ce qu'on a raison d'être optimiste, pessimiste? De quel côté, en fait, la balance devrait pendre plutôt? À qui posez-vous la question? On peut y aller en ordre alphabétique. Non, mais c'est la vie. Oui, bon, je pense qu'on a compris que j'étais un tout petit peu pessimiste par rapport à la suite des affaires aux États-Unis. Non, et je pense que là, je dirais à ceux qui regardent de l'extérieur des États-Unis qu'il faut surtout regarder ce qui se passe au niveau des États. Parce que, évidemment, tout est très, très bloqué au niveau fédéral, au niveau du Congrès, la Chambre des représentants, au niveau du Sénat. Il y aura peut-être un basculement de la majorité, on verra, mais à mon avis, il y aura encore des blocages. Il n'y aura pas, de toute façon, je pense que les républicains ne vont pas contrôler la Maison-Blanche les 2 prochaines années. Donc, il y aura toujours des blocages à ce niveau-là. En revanche, au niveau des États, c'est là qu'il faut regarder à la fois c'est là les républicains essaient de mettre en œuvre vraiment une politique d'une sorte de droite conservatrice très, très radicale dans certains États, ce qui préfigure, ce qui ne peut pas forcément mettre en œuvre au niveau national, mais qui pourrait aussi monter pour devenir jurisprudence sur la Cour suprême ces prochaines années, on ne sait pas. Enfin, ça, c'est un truc à regarder, mais aussi au niveau du mécanisme des élections. Parce que là, on voit un certain nombre de candidats qui vont arriver à des postes à la fois dans les parlements au niveau des États, mais aussi dans les rôles de secrétaire d'État, c'est-à-dire les administrateurs, si vous voulez, des élections au niveau des États, même si c'est extrêmement décentralisé, et qui contestent la réalité de l'élection de 2020, qui pensent que l'élection a été volée et tout ça. C'est extrêmement dangereux, c'est une force déstabilisante. On ne peut pas exactement mesurer l'impact maintenant. Cela dit, d'avoir ça dans le jeu démocratique, on peut se poser des questions de la légitimité de l'espèce de mécanique électorale. C'est un vrai problème et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Et c'est là, à mon avis, que les prochaines années, l'avenir de la démocratie américaine va vraiment se jouer au niveau des États, au niveau des collectivités locales, même si ça passe sous les radars des fois. Parfait. Monsieur Rampini? Oui, je vais peut-être enchaîner avec une remarque très courte sur la question des États. Je suis d'accord aussi pour avoir beaucoup d'attention à ce qui se passe au niveau des États, mais je vais dire une chose qui va peut-être dans la direction opposée. Et je fais tout de suite un acte de transparence. Je suis démocrate. I am a registered Democrat. J'ai voté pour Obama, j'ai voté pour Biden. Ici à New York, j'ai voté pour Bill de Blasio, maire, et maintenant pour Eric Adams. Et cependant, je vois que des États gouvernés par les républicains, au point de vue économique en ce moment, font preuve d'un dynamisme supérieur. Le Texas et la Floride sont en train d'accueillir une migration interne. Il y a des gens qui abandonnent les États gouvernés par les démocrates, qui sont des États avec des problèmes de pression fiscale très élevés et de pauvreté également très élevée. C'est un paradoxe, mais là où il y a plus d'impôts et plus de dépenses publiques, il y a aussi plus de homeless, de sans-abri. Et donc, il y a ce mouvement de population qui abandonne la Californie et l'État de New York et qui se transfère vers le Texas et la Floride, où la pression des impôts est inférieure, le dynamisme d'entreprise est plus marqué. Le prix de l'immobilier est beaucoup plus bas, surtout. Oui.
Oui, mais enfin, c'est un fait que même tout à fait. moi, j'ai habité il y a 22 ans, j'habitais à San Francisco et dans la Silicon Valley. La Silicon Valley a des problèmes énormes aujourd'hui à retenir les startups parce que tout coûte trop cher et aussi une bureaucratie qui est très lourde en Californie. L'armée des sans-abri ne fait que croître avec les dépenses publiques qui sont supposées aller aux sans-abri. Donc c'est un problème réel. Mais alors je mets ça plutôt. Je ne voulais pas faire donner des votes, des bulletins de vote à l'un ou à l'autre, mais je crois qu'il y a là aussi un élément d'optimisme dans la mesure où le fédéralisme des États-Unis, le fédéralisme très poussé des États-Unis, est aussi un mécanisme de compétition, de concurrence interne. C'est-à-dire qu'il y a constamment des modèles qui s'affrontent et les résultats peuvent, disons, faire gagner des points à l'un ou à l'autre. Mais c'est un des mécanismes à travers lesquels je crois les États-Unis s'adaptent et essayent disons, de surmonter leur crise. Quant à la démocratie américaine, bien sûr, nous avons tous devant nos yeux tous les symptômes de crise profonde de cette démocratie, mais en même temps, devrions toujours nous rappeler que les États-Unis sont une république bien avant d'être une démocratie, c'est-à-dire que c'est un système qui a des garanties et des protections pour les minorités. Ça a un coût. Du point de vue démocratique, il faut payer des prix pour la protection des minorités, mais donc ça veut dire que ce n'est pas une société parfaitement démocratique. Mais dans le long terme, en général, ça a été plutôt un avantage dans l'histoire des États-Unis. Parfait. Et enfin, M. Taillefer. Ben, c'est difficile de ne pas être pessimiste face à l'état des lieux aux États-Unis. C'est une démocratie dont les institutions sont mises à rude épreuve. Le Congrès, la Cour suprême. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup je reviens sur ce que M. Federico dit, il y a un déplacement, il y a une migration vers le sud. Oui, dans les États républicains, davantage de dynamisme, moins de pression fiscale, mais il y a aussi des enjeux de protection des droits des travailleurs qui se sont énormément détériorés aux États-Unis. Bon, Biden en a fait un cheval de bataille, le rétablissement des droits syndicaux. Commence ce jeudi les auditions publiques autour de l'enquête du 6 janvier. On risque de se déchirer autour de cela. C'est là où il s'agirait de faire la lumière sur un événement qui relevait d'une tentative de coup d'État. Les démocrates et les républicains vont se déchirer. Peu d'espoir qu'on en tire beaucoup de sens, ou enfin, ça sera peu d'espoir que cette enquête-là ou que ces auditions-là fassent œuvre de réconciliation nationale, malheureusement. On aura ensuite les élections de mi-mandat. Donc, j'ai pas consulté les sites spécialisés dernièrement, mais sauf erreur, les républicains risquent risquent en tout cas de bonnes chances de reprendre le contrôle de la Chambre des représentants. Et le Sénat, compte tenu qu'il y a très, très peu maintenant de sièges, de districts, de circonscriptions qui sont en jeu. Et bon, au Sénat, sauf erreur, ça risque de continuer d'être extrêmement divisé. Et puis viendront ensuite, à peine 2 ans plus tard, les prochaines élections présidentielles qui risquent de remettre sur le devant de la scène M. Trump s'il se représente. Et dans un contexte où les démocrates auront traversé des années à tenter de recoller les pots cassés de la pandémie, d'une part, la pandémie, puis bon, de la crise ukrainienne, les phénomènes d'inflation qui se manifestent, qui risquent, bon, puisque la question de l'urne
dans tout pays, c'est souvent l'économie. Alors, les démocrates en 2022 et en 2024 risquent de souffrir électoralement de cette situation-là, à moins que, bon, la situation sur le plan économique ne se rétablisse massivement. Les républicains, de leur côté, vont... Autre question de l'urne qui est à peu près quasi permanente aux États-Unis, c'est celle de l'immigration, donc dont les républicains vont faire leur choix aussi. Voilà. Très bien. Mais bon, sur une note un peu plus optimiste, il reste que je reviens à un peu ce que je disais dès le départ. Je voudrais bien que si seulement les États-Unis, le système politique, la vie politique américaine pouvait devenir un peu plus représentative qu'elle ne l'est, on assisterait, il y aurait espoir de progrès démocratique à ce chapitre-là. Il faut relever que, bon, comme les villes aux États-Unis sont largement contrôlées par des maires démocrates, sauf erreur, et qu'au niveau du développement urbain des villes, les mairies, les conseils municipaux avancent des idées autrement plus progressistes qu'on peut le constater au niveau qu'aux autres parler des gouvernements. Alors, il y a peut-être un espoir que, comme chez nous d'ailleurs, puisque le débat autour du développement urbain se pose aussi, du pouvoir des villes, il y a un enjeu de proximité démocratique qu'il faudrait développer. Bon, puis bon, la société civile américaine est dynamique, va-t-elle continuer de se manifester avec autant de dynamisme qu'elle l'a fait aux dernières élections qui ont élu Biden? Il faut espérer que ça se reproduise en 2022 et 2024. Très bien. Et on arrive ainsi à la fin de notre table ronde, qui a été très dense, je trouve, au moins. Elle a vraiment fait pas mal le tour des enjeux, puis vraiment l'état des lieux à 360 degrés. Alors, un gros merci à M. Davy, un gros merci à M. Rampini et un gros merci à M. Taillefer. Merci à vous. Merci à vous surtout. Merci.